On en est donc au deuxième jour de la visite de Sébastien Lecornu au Maroc. Depuis hier soir, le Premier ministre français est à Rabat pour renforcer une relation franco-marocaine qui est au beau fixe depuis l'été 2024, quand Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. On va donc en parler avec nos invités, avec donc Fadoua Isla, grand reporter à Jeune Afrique, spécialiste du Maroc justement. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Benoît Bringer, vous êtes journaliste et vous avez récemment réalisé un documentaire intitulé « Je t'aime, moi non plus », France-Maroc. Un titre qui est assez éloquent. Et puis, pour faire le point, effectivement, sur cette relation franco-marocaine, Bruno Darou, notre chroniqueur maison, nous a rejoint. Alors, on l'a vu, Sébastien Lecornu a fait d'abord une escale au Qatar pour signifier les condoléances de la France après la mort de l'émir père. Mais cet arrêt au Maroc, c'est le premier vrai déplacement du chef du gouvernement à l'étranger. Est-ce qu'on peut déjà y voir un symbole? Que faut-il en conclure de la part d'un Premier ministre qui, jusqu'à présent, s'était concentré sur les problématiques de politique intérieure? Oui, tout à fait. Enfin, on peut tout à fait se dire qu'il y a une forme de priorité donnée au Maroc en termes de politique étrangère, qu'il y a tout un tas de... C'est une relation qui, longtemps, dépendait des aléas affectifs. C'est une relation qui est très enchevêtrée, où la part de l'émotionnel était importante. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape qui est plus de l'ordre de la stratégie ou de la géostratégie, des intérêts économiques. Alors, on n'est peut-être plus dans l'émotionnel comme il y a pu y avoir avec Jacques Chirac, par exemple, mais dans quelque chose d'intérêt partagé, commun, que ce soit en termes de coopération sécuritaire, que ce soit en termes d'économie. Et ce déplacement, en plus, avec une délégation importante, donc il y a le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, donne le tempo de ce partenariat. Bruno Bringer, vous êtes d'accord? On a passé le côté émotionnel des rapports entre les deux pays. En tout cas, c'est, je pense, ce qu'on essaye de montrer des deux côtés, du côté français et du côté marocain. C'est de dire, voilà, maintenant il y a un nouveau statut. On est d'égal à égal, deux nations souveraines qui discutent sur un terrain d'égalité. Je pense que c'est vraiment ce que cherche le Maroc. C'est le rapport de force et le bras de fer que le Maroc a gagné, je pense, dans ses relations entre les deux pays et qui s'est achevé lors de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc dernièrement, où les deux pays ont renoué après une brouille très très forte. Et côté français, je pense qu'on accepte cela. D'abord parce que c'est une relation assez mûre et mature entre deux pays, et aussi parce que c'est ce que demandent les Marocains, c'est ce que revendiquent les Marocains, et certainement à raison de leur côté, et qu'on veut leur offrir cette relation d'égalité pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Est-ce que ça va réussir? Ça, c'est une autre question. Bruno Darou, je l'ai dit, avec Sébastien Lecornu, il y a une douzaine de ministres, c'est quasiment un tiers du gouvernement français qui a fait le déplacement. Fadoua Isla l'a rappelé, il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a aussi celui de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de coopération à venir entre les deux pays? D'abord, ce qu'il faut dire quand même, parce que ça peut étonner un peu les téléspectateurs, que ce soit le Premier ministre qui aille au Maroc et non pas le chef de l'État. En fait, c'est la relance d'un format qui avait été initié dans les années 90 sous Jacques Chirac. C'était des relations annuelles de haut niveau, mais au niveau gouvernemental, c'est-à-dire entre gouvernement français et gouvernement marocain. Donc entre 1996 et 2019, il y a eu, je crois, 14 réunions de ce type entre les deux gouvernements. 2019, il y a le Covid, donc ça s'arrête. Et ensuite, pour faire simple, s'enchaîne la grave crispation diplomatique, on va dire ça comme ça, 2021-2022, qui fait que, évidemment, ça c'est gelé. Été 2024, donc ce renversement avec la prise de position très forte d'Emmanuel Macron sur le Sahara occidental. Et donc là où c'est important, alors c'est un peu important pour Sébastien Lecornu, parce que ça fait 10 mois qu'il est à Matignon, c'est la première fois qu'il effectue un déplacement à l'étranger, mais il faut bien comprendre que ça s'inscrit, c'est pas Emmanuel Macron qui a dit Sébastien Lecornu, tiens, partez au Maroc, comme il aurait dit, partez dans n'importe quel pays. C'est la relance quand même de ce format, et donc en termes de communication de
part et d'autre, il y a une volonté de montrer que ce format-là, gouvernemental, c'est-à-dire où chacun des ministres va travailler sérieusement sur le dossier avec des réunions bilatérales entre les deux premiers ministres. Son homologue. Voilà, entre les deux premiers ministres, mais aussi entre le ministre de l'Intérieur français et marocain, etc., selon les thématiques. Ça veut dire, voilà, on est là à nouveau aussi pour bosser sérieusement, concrètement, sur des dossiers de coopération entre Paris et Rabat. Sauf qu'il y a un petit grain de sable dans cette machine bien huilée, patatras. Une enquête coordonnée par Forbidden Stories confirme que le royaume chérifien a bien espionné des citoyens et des dirigeants français, parmi lesquels un certain Sébastien Lecornu, alors qu'il était ministre des Armées. Ça s'appelle l'affaire Pegasus, du nom de ce logiciel espion fabriqué par une entreprise israélienne. Alors Pegasus, comment ça marche ? Vous allez y réagir dans un instant. On va tout de suite voir ce sujet réalisé par Héloïse Melin. En juillet 2021, le scandale Pegasus se répand comme une traînée de poudre. L'affaire est majeure. On apprend notamment que le Maroc a probablement utilisé cet outil contre sa société civile, mais aussi contre des chefs d'État étrangers, dont Emmanuel Macron. La nouvelle enquête publiée ce 16 juillet par les journaux français met au jour de réelles preuves contre le Maroc. Les documents révèlent que le 23 juillet 2021, Sébastien Lecornu, alors ministre français des Outre-mer, dépose son téléphone dans les locaux de la DGSE, les services de renseignement français. Comme soupçonné, l'ANSSI confirme que l'engin comporte bien des traces d'un logiciel espion. D'autres analyses montrent par la suite que 5 autres ministres français sont sur écoute. Florence Parly, Jacqueline Gouraud, Julien de Normandie, Emmanuel Vargon et François de Rugy. Les tests confirment aussi qu'au moins 3 journalistes de Mediapart et de France 24 auraient été ciblés. Enfin, les nouveaux documents révèlent que pendant un temps, la France aurait songé à acquérir le logiciel Pegasus pour elle-même l'utiliser. Étaient notamment intéressés le ministère de la Justice et les services de renseignement. Un projet qui aurait coûté entre 60 et 80 millions d'euros à la France. Emmanuel Macron aurait finalement refusé que les services signent avec l'entreprise israélienne. Les raisons invoquées, un risque réputationnel et des problèmes de souveraineté. Alors Fadwa Islah, est-ce que ces révélations risquent de crisper un petit peu les relations entre Paris et Rabat ? Pour le moment, ce que vous qualifiez de révélations n'ont pas encore été commentées par le Maroc, qui n'a pas donné sa version des faits. Donc je pense qu'à ce stade, on ne va pas se lancer dans des spéculations à ce propos. Maintenant, l'intérêt de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à 2021, c'est que, 2021, l'affaire Pegasus arrivait en plein froid. Aujourd'hui, ça arrive dans une période, on va dire, de réchauffement. De réchauffement, avec des intérêts très concrets, avec des éléments très concrets. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est ce timing. Au moment où justement ce dialogue de haut niveau reprend, ces réunions de haut niveau qui étaient suspendues depuis 2019 reprennent enfin, avec une série d'accords de part et d'autre très importants, on a, cette enquête qui sort. Alors, vous voulez dire que c'est téléguidé ou... Je n'irai pas jusque-là, non, mais en tout cas, il interroge. Ce timing interroge. On peut se demander pourquoi est-ce que c'est pas sorti il y a quelques semaines. Il est assez évident. On est loin d'être dans une coïncidence, on est d'accord. Mais bien sûr que non. On est sur une enquête qui est préparée par des journalistes avec un consortium qui est coordonné, qui ne s'est pas déclenché hier ou quand la visite de Sébastien Lecornu a été programmée. Elle était en cours. Il se trouve que la visite de Sébastien Lecornu arrive à ce moment-là. S'il l'avait prévu il y a 2 semaines ou il y a 4 semaines, tout journaliste se dit évidemment que cette affaire-là, elle est d'intérêt public, d'intérêt général. On la sort au moment où Sébastien Lecornu, qui lui-même a été écouté par Pegasus, puisque aujourd'hui, on a quand même des éléments, on n'est pas dans la spéculation, c'est-à-dire qu'on a un lanceur d'alerte issu de la DST marocaine, enfin des services, en tout cas intérieurs marocains, qui nous explique comment la surveillance des militants, de la population, peut-être aussi des narcotrafiquants et des terroristes, c'est pas tout le monde, tous les pays le font, est mis en place par le Maroc. Donc si vous voulez, on peut attendre la réponse du Maroc. On ne l'aura jamais. Enfin, je veux dire, évidemment que n'importe quel État ne va pas prendre la parole en disant oui, nous avons utilisé un logiciel espion contre des ministres. Ça ne se fera pas. Enfin, je ne vois pas comment ça peut arriver. Donc, le timing, il interroge, mais il ne faut pas que ça masque la vraie question. Est-ce que, oui ou non, des journalistes, des militants sont espionnés par le Maroc en contradiction
des libertés publiques. Et cette question est le grain de sable qui est là depuis le début de cette relation, depuis l'indépendance du Maroc, de la Ben Barka à aujourd'hui. La question des libertés publiques est ce qui fait toujours dérailler la relation entre la France et le Maroc. Et peut-être que les journalistes se disent c'est une bonne occasion. J'ai envie de dire oui, c'est une bonne occasion de le mettre sur le débat public. C'est de bonne guerre, vous dites? Non, c'est un bon travail journalistique, à mon sens, de soulever cette question. Bruno Darroux, quand on est aujourd'hui chef de l'exécutif français, comment est-ce qu'on peut réagir à ce genre de révélation? Écoutez, de toute façon, il y a en France, en tout cas, une séparation entre ce que fait l'exécutif et ce que fait la presse. Après, effectivement, il n'y a pas de manipulation au sens d'une puissance étrangère qui aurait intérêt à ce que ça sorte à ce moment-là. Je pense être très clair là-dessus. C'est effectivement un timing médiatique. Une enquête qui a été préparée comme ça de longue date. Bon, oui, n'importe quel journaliste se dit, le Cornu va au Maroc, c'est le bon moment pour mettre ça sur la table, d'autant plus que ça signale et révèle, outre donc des accusations d'espionnage contre des personnalités françaises. À l'époque, en 2021, il avait même été dit, sans que ce soit évidemment jamais prouvé, que ça aurait même concerné le président Emmanuel Macron. Le Maroc avait réagi à l'époque quand même en démentant toute implication, et je crois même en lançant des poursuites judiciaires contre les différents médias qui avaient sorti ces informations. Donc là, qui ont été déboutés, les poursuites judiciaires. Voilà, en plus, dans tous les pays, en Allemagne. Voilà. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, pour le moment, le Maroc n'a pas réagi à ce qui semblait, moi j'ai pas vu le détail parce que c'est sorti ce matin, on a l'impression des confirmations de ce qui avait été essentiellement dit en 2021. Mais l'autre aspect qui est très intéressant, qui effectivement souvent complique les relations entre Paris et Rabat, c'est ce que ça dit aussi de la surveillance du gouvernement sur sa propre population contre ses opposants. Et ça, effectivement, si on pense par exemple à l'arrestation récente du rappeur El Mardi Lioubi, qui est un soutien à un mouvement qu'on appelle le mouvement Gen Z 212, un mouvement de jeunesse, notamment à l'automne 2025, qui avait protesté contre la corruption, le chômage de masse, etc. On voit quand même qu'en termes de liberté publique, liberté d'expression, etc., d'un point de vue démocratique, on va dire, même si, comparé à d'autres États en Afrique, etc., le Maroc est plutôt dans une moins mauvaise situation, je ne sais pas trop comment dire les choses, mais enfin, d'un point de vue démocratique, on n'y est pas encore. Lorsque le scandale Pegasus avait éclaté en 2020, Emmanuel Macron disait de Mohamed VI, ce roi est un voyou. Alors aujourd'hui, à l'époque, c'était, vous l'avez rappelé, dans une époque de froid entre les deux parties. Aujourd'hui, on est dans un réchauffement. Qu'est-ce qu'on fait? On se place dans une logique de réel politique, on oublie l'affaire et on continue à avancer malgré tout vers le resserrement des liens? Je crois qu'aujourd'hui, on est dans des relations d'État à État, avec des intérêts de part et d'autre. Et il y a une volonté des deux côtés, comme l'a souligné Benoît, de se concentrer sur ces éléments-là qui sont factuels, tangibles. Voilà. Maintenant, je doute fort que le Maroc reste complètement, ne réagisse pas du tout, même si c'est peut-être pas fait de manière, il réagira peut-être par un procès, mais très probablement parce que il y aura une réaction. Il y aura une réaction. Ce sont quand même pas des accusations anodines. Et puis je trouve que quelque part, autant l'enquête, je ne remets pas en cause l'enquête journalistique, mais d'avoir l'impression de tomber des nues sur la surveillance de personnalités ou autres, c'est quelque chose qui existe dans tous les pays du monde. C'est pas. Alors, est-ce que la France ou Israël auraient le droit de surveiller, mais le Maroc n'aurait pas le droit de surveiller? Pour quelle raison? Il y a presque une forme de condescendance quelque part. Après, il y a des règles à respecter, il y a des choses effectivement dont il faut tenir compte. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut que ce soit cadré quand même. Il faut que ce soit cadré. D'accord. Maintenant, tomber des nues et faire oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça pose quand même la question de savoir si on peut faire ami avec quelqu'un qui vous espionne. Mais ça, je trouve ça à la rigueur moins choquant parce qu'effectivement, il ne faut quand même pas être naïf que différents pays espionnent les dirigeants d'autres pays, même des alliés. On va pas aller plus loin
dans le détail, y compris des personnalités, y compris comme le président français. Ça, je veux dire, ça a toujours existé. Ce qui est plus embêtant, c'est l'autre partie que j'évoquais, c'est-à-dire la surveillance contre sa population. Parce que ça, tous les États ne font pas ça. C'est-à-dire que si la surveillance consiste à espionner des historiens, journalistes, militants, pour monter des dossiers, des vidéos de leur vie intime, l'adultère par exemple, est condamné au Maroc. On peut être condamné parce qu'on a une maîtresse ou un amant. Si on utilise ces méthodes-là pour envoyer des gens en procès et ensuite en prison, c'est un moyen de pression. Et ça, tous les pays du monde ne le font pas. Et un mode de gouvernance qui constitue à instaurer une certaine peur, une répression numérique nouvelle, d'un nouvel âge, celui de nos réseaux sociaux aujourd'hui. Et ça, c'est différent. Je suis assez d'accord. Un chef d'État espionné par un autre, il faut le condamner officiellement. C'est pas complètement nouveau. Est-ce que ça veut dire que le régime marocain n'est pas compatible avec la démocratie à la française ? Est-ce que, malgré tout, il faut continuer à avancer dans l'intérêt des deux parties ? Qu'entendez-vous par là ? On parle d'un régime autoritaire qui donc met la pression sur sa population. En France, on est quand même un peu moins autoritaire, on est encore en démocratie. Histoire de valeur, quoi. Voilà. On parle d'un régime autoritaire, c'est vous qui le dites, parce que là, vous avez évoqué effectivement la question de surveillance de la population, etc. C'est une chose, mais je pense que définir le régime marocain simplement avec cette étiquette, c'est très réducteur. La situation du Maroc politique est beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancée que cette expression pays autoritaire. C'est un pays avec une monarchie exécutive, oui, avec des constantes, oui. C'est vrai que la question des libertés individuelles gagnerait, effectivement, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. Néanmoins, ça n'en fait pas, c'est pas non plus, c'est quand même un des pays arabes les plus ouverts, les plus tolérants, Maintenant, la question des libertés d'expression des journalistes, et c'est un point particulier, effectivement, qui serait intéressant de développer, de décrypter. De la population générale, d'ailleurs, pas seulement les journalistes. Des Marocains, des historiens, Je veux dire, la répression... Si vous évoquez le cas de Maté Mounjib, c'est à ça que vous faites référence. Entre autres. Moi, je pense que... Qui est un historien qui est surveillé, assigné à résidence, si les choses... Mais pour ses... Voilà. Pour ses idées. Voilà, exactement. Pour histoires de liberté d'expression. C'est bien ce que je dis. Pour des questions de liberté d'expression, il y a effectivement, tout n'est pas parfait. C'est une démocratie qui est en marche. Il y a une volonté d'ouverture, mais il y a un certain nombre de points, effectivement, qui gagneraient. Et donc, il y avait eu une ouverture au début du règne, donc on appelait une parenthèse enchantée, le printemps de la presse. Et cette ouverture, c'est un petit peu refermée depuis le printemps arabe. On peut comprendre assez aisément ce qui a pu motiver cette fermeture. Néanmoins, je parlerai pas d'État autoritaire et d'incompatibilité avec la démocratie. Je trouve ça très limite condescendant vis-à-vis de ce pays qui est quand même... Enfin, ça serait bien de regarder avec des lunettes d'aujourd'hui et non pas des lunettes d'il y a 30 ans. Oui, et puis ça dépend aussi des lunettes. Effectivement, comme vous le disiez, si on compare par rapport à d'autres pays de la région. Oui, et donc un peu comparable en termes de niveau de développement économique, politique aussi, parce que nous, on a tendance à donner des leçons à tout le monde en oubliant que même chez nous, la démocratie a mis quand même plus de 150 ans à s'installer finalement. Et elle est fragile. Et elle reste fragile. Donc, ça c'est vrai. Bon, mais si on compare évidemment par rapport à des pays comme les pays de l'Union européenne, etc., oui, il y a encore un retard de la part du Maroc. Après, effectivement, il y a une vie parlementaire, il y a des expressions, il y a quand même des journaux, des magazines. Voilà, tout ça est journaux indépendants, il y a des institutions... Des institutions judiciaires totalement indépendantes du pouvoir. Je pense que ça reste à démontrer. Mais je ne suis pas spécialiste de la question, mais en tout cas, il y a des questions qui se posent. Je pense que vous avez donné un terme que vous avez répété, qui est la condescendance. Ça, c'est central. L'impression de donner des leçons à un pays qui essaye quand même d'avancer, avec certainement des dissensions en son sein, entre un roi peut-être qui veut de l'ouverture,
des services qui veulent maintenir, qui ont peut-être peur des débordements, leur pouvoir aussi, ce qu'on appelle le Marzen aussi, c'est ce qui entoure le Palais Royal. Je pense qu'il faut placer cette question sur la question beaucoup plus universelle des valeurs, non pas entre deux États, un ancien colon, la France qui a colonisé, qui a une colonisation qui n'a pas été toujours tendre, comme on l'a dit, loin de là, sur la question des valeurs, c'est-à-dire les valeurs universelles qui s'imposent à n'importe quel pays. Est-ce qu'un citoyen a le droit d'avoir sa liberté de conscience, a le droit de dire ce qu'il veut? Est-ce qu'un journaliste et un média peut écrire ce qu'il veut en respectant les règles de diffamation, évidemment, tout ça, éviter cela, mais qui se respectent les droits de l'homme? Voilà, je pense que c'est ça. Est-ce que cet État y est ou pas? Si je réponds à cette question, je vais être traité d'être condescendant. Chacun jugera. Mais à mon avis, c'est un des grands défis qui attendent le Maroc, effectivement. Parce qu'il y a eu une période où, on va dire, où il y a eu une construction des infrastructures, etc. Aujourd'hui, le développement humain et l'accès à plus de liberté individuelle fait partie des défis que le Maroc doit... on va dire, surmonter. Et je pense qu'il y a une conscience de ça jusqu'au sommet de l'État. Maintenant, comme dit Benoît, c'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Peut y avoir des résistances, il peut y avoir des choses. C'est étape par étape. Maintenant, est-ce qu'on est amis qu'avec ceux qui nous ressemblent exactement ? Pour revenir à votre question, je pense que là, franchement, si c'était le cas, on n'aurait plus d'amis. Il était au Qatar avant le Maroc. Il était au Qatar avant. Est-ce que le Qatar ressemble à la France comme deux gouttes d'eau? Et là, je pense quand même que ce qui joue un peu, vous en parliez tout à l'heure, c'est la relation quand même très affective aussi, le lien. Même si aujourd'hui on affiche la volonté d'avoir une relation d'égal à égal, d'État à État. Okay. Cette relation affective, elle reste quand même. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des choses très humaines, qu'il y a, je crois, plus d'1 million de personnes issues, qui sont nées au Maroc, qui vivent, ou maintenant en France, 1,7 million, qui vivent en France. Enfin, tout ça compte énormément quand même. Et réciproquement. Et de Français qui vivent au Maroc. Oui, bien sûr. Ça ressort beaucoup dans le documentaire que vous avez réalisé, Je t'aime moi non plus, France-Maroc. Dans les témoignages que vous avez pu recueillir, il y a justement cet attachement profond qui montre à quel point les deux pays sont historiquement, émotionnellement imbriqués l'un dans l'autre quasiment. Oui, c'est très important de rappeler toujours que les Marocains se sont battus pour libérer la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Comme d'autres issus des colonies. Comme d'autres, tout à fait, mais ça en fait partie. Qu'il y a dans les cimetières marocains des cimetières catholiques, en tout cas, qui ne sont pas musulmans, ou énormément de Français qui ont refait leur vie là-bas, qui se sont mariés avec des Marocains, etc., sont enterrés. Ce lien, il est profond. Il faut rappeler aussi qu'il y a une élite franco-marocaine, des grands écrivains, avec une prose incroyable, Leila Slimani, Tahar Benjeloun, des grands comiques comme Jamel Debbouze, qui font ce lien, ce pont, qui rendent cette relation si particulière, ce qu'on n'a peut-être pas avec l'Algérie, par exemple, et qui, en même temps, la fluidifient et en même temps, effectivement, peuvent servir d'une certaine forme de lobbying. Le mot n'est pas ici... c'est pas un gros mot. Hein. C'est pas un gros mot. C'est comment on rapproche de pays pour eux. C'est au fond de leur âme, au fond de leur chair, même, j'ai envie de dire. Donc tout ça complexifie énormément cette relation. C'est pour ça que la moindre petite étincelle, même si on cherche ce nouveau terrain d'entente d'égal à égal, peut faire remonter des choses beaucoup plus profondes. Alors, même si c'est quand même un peu moins touchy, j'emploie un anglicisme, c'est pas bien, un peu moins sensible que dans la relation entre la France et l'Algérie. Justement, je voulais y venir à cette relation. Je voulais y venir à cette relation entre la France et l'Algérie. 2024, Emmanuel Macron dit la souveraineté du Sahara occidental, c'est pour le Maroc. Forcément, on sent que ça se crispe du côté de l'Algérie. C'est un vrai moment de bascule dans la politique française au Maghreb. En tout cas, précédemment, Emmanuel Macron essayait de ménager la chèvre et le chou. Et ce qui était... compliqué. Et d'autres avant lui. C'était sur cette question tiraille les présidents français à chaque fois. Justement, vous aviez écrit en 2023, je crois, un édito pour Jeune Afrique et disant que Emmanuel Macron avait
échoué dans sa politique au Maghreb. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, avec justement ce revirement, il trouve un peu plus grâce à vos yeux? Mes yeux ne comptent pas vraiment dans l'histoire, mais je vais vous dire... Je disais surtout, en fait, dans cet édito, qu'Emmanuel Macron avait réussi le coup de se fâcher avec tout le monde. C'est-à-dire que les autres présidents arrivaient plus ou moins à avoir une relation avec au moins un des pays. Bon, je crois qu'à un moment donné, il a été rattrapé par un certain pragmatisme et par une sphère à la fois dans le monde du business, dans le monde politique, qui lui a dit, bon, ben là, on a d'un côté un partenaire qui est à peu près fiable, stable, on sait à peu près comment ils réagissent, et puis de l'autre côté, ben, on a beau montrer des signaux tendre la main, etc., et ben, en face, on a des réactions quand même parfois... pour le moins inattendu. Je dirais, on en a l'affaire Bohème Salle, on a différentes affaires où ça a été compliqué, et pour ne pas dire autre chose, et je pense que Emmanuel Macron n'a pas choisi, mais simplement de manière tout à fait, enfin, l'heure tournant, le mandat arrivera à sa fin. Autant ne pas tout perdre. Oui, je crois que c'est très important. Je pense qu'au sein de la diplomatie française et de l'exécutif français au sens Élysée aussi. Il s'est dit, mes 10 ans de mandat vont s'achever. Sur le Maghreb, effectivement, pour le moment, c'était pas terrible, jusqu'en 2023. Et donc, il y a eu cette évolution pour dire qu'au moins avec le Maroc, après, c'est, je dirais, à la Emmanuel Macron. Du coup, quand on le fait avec beaucoup de com, on en fait un peu 3 tonnes, si vous me passez l'expression. Et donc là, c'est ce qui se passe. Et Emmanuel Macron a été reçu en grande pompe. Là, très certainement, on n'a pas la date, mais le principe semble acquis. Il y aura une visite d'État de Mohamed VI, si j'ai bien compris, en octobre ou novembre. Enfin, après les élections au Maroc au 23 septembre et avant la dernière ligne droite, on va dire, de la campagne électorale pour la présidentielle française. Donc, la fenêtre de tir serait octobre-novembre. Donc là, voilà, on y met le paquet, quitte à assumer, mais au bout d'un moment, quand on sort de cet équilibrisme entre Rabat et Alger, finalement, on n'a pas trop le choix, sinon d'essayer de limiter les dégâts avec Alger. On assume que, en fait, là, quand même, on est sorti d'une forme de flou, c'est que désormais, le partenaire apparemment vraiment fiable, et puis il y a beaucoup de choses très concrètes derrière quand même, effectivement, c'est le Maroc, et ce n'est pas l'Algérie. Pour des raisons... Benoît Bringer ? Oui, et puis rappelons aussi derrière des questions très importantes sécuritaires, notamment l'antiterrorisme, et aujourd'hui une question essentielle qui est celle du narcotrafic, des crypto-monnaies aussi, c'est-à-dire que la puissance des services secrets marocains qui savent y faire est aussi une aide pour la France lorsqu'ils ont besoin de coopération judiciaire et sécuritaire pour éventuellement des questions de trafic de drogue qui viendraient de la région, en gros, Sahel, Nord-Afrique, qui pourraient impliquer des ressortissants marocains ou franco-marocains. De même sur le terrorisme, c'est un peu moins en ce moment ce dont on parle, mais c'est aussi une question essentielle qui reste d'actualité. Pareil, des individus qui seraient d'origine franco-marocaine, marocaine. Les services de renseignement marocains pourraient avoir énormément d'informations là-dessus qui seraient essentielles, stratégiques. Et donc la France, au bout d'un moment, se dit, est-ce que je peux me passer de ce partenaire pour des raisons vitales, en dehors des questions, on va dire, géostratégiques ou diplomatiques, de son accès à l'Afrique, dans laquelle la France perd des positions depuis longtemps, enfin en tout cas de l'influence plutôt que des positions, pardon, c'est le terme plus juste. Voilà, c'est un choix à faire. Et là, on se dit, le Maroc reste un partenaire important pour nous si on veut avoir des informations sur le Sahel, sur les narcotrafiquants. Oui, c'est important. Juste en termes de projection régionale, effectivement, sur le Sahel, parce que la France a beaucoup perdu. Quand tu es à un moment plus ou moins sur l'Algérie, mais bon, voilà, ça reste toujours très compliqué avec l'Algérie. Et donc là, c'est aussi que le Maroc a une influence sur ces pays-là et que donc ça pourrait aussi indirectement, par ricochet, permettre peu à peu une forme d'apaisement avec les pays du Sahel, avec lesquels là aussi les quinquennats d'Emmanuel Macron n'ont pas été marqués d'un franc succès. Fabrice là.
Oui, alors je rebondis sur l'histoire des renseignements. C'est-à-dire que non seulement ils ont des renseignements, ce pourquoi on peut les critiquer, ils sont critiqués par ailleurs, mais c'est aussi, c'est à double face. Hein, mais surtout, ils sont prêts à les partager. Contrairement à Alger, où la coopération a repris, mais les renseignements tombent au compte-gouttes. Donc, il y a aussi... c'est une question... Il ne s'agit pas de préférer l'un ou l'autre, il s'agit de préférer celui qui est le plus coopératif. Coopératif et la raison d'État. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a la sécurité, ce n'est pas quelque chose de secondaire pour la France. Parce que durant la brouille France-Maroc, la dernière, la coopération était beaucoup moins fluide. Et celle encore avant sous François Hollande, elle a été coopération sécuritaire au moment des attentats, c'était 2015, était complètement interrompue. Donc, si vous voulez, le rapport de force, il est installé comme ça aussi. C'est que si la France ne traite pas, de ce mot, le Maroc tel qu'il l'estime, tel qu'il le souhaite, cette arme peut être utilisée. Voilà, c'est encore une fois peut-être de bonne guerre, en tout cas dans les relations entre deux États, mais ça a été déterminant, je pense, à chaque fois pour se réconcilier. Il y a des questions humaines dont on parlait tout à l'heure et sociétales pour se réconcilier avec le Maroc. Et aussi les échanges commerciaux entre les deux pays qui ont progressé de 5% entre 2023 et 2024. Ce sont les dernières données dont on dispose. On a atteint le niveau record de 14,8 milliards d'euros en termes de volume d'échanges commerciaux. Ils ont doublé ces échanges commerciaux entre 2015 et 2025. Pourtant, il y avait la brouille, il y a eu des froids. Comment est-ce qu'on interprète cette trajectoire sur le plan commercial ? Je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas... mais... Pour moi, c'est évident qu'il y a l'humain, il y a la politique, la diplomatie, et puis il y a le business. Le business, l'argent n'a pas d'odeur. On va dire que le business et les intérêts sont là. Et le monde des affaires, même quand il y avait la brouille, continuait ces échanges. C'était plutôt au niveau de la diplomatie que ça coinçait, ou éventuellement au niveau de la coopération sécuritaire, où il y avait un ralontissement. Mais en termes d'échanges dans le monde du business, les choses continuaient. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que cette montée en puissance... Oui, continuer, mais apparemment... il s'est dit aussi à l'époque, pour sortir du blocage, le business, le lobbying, du business, pour dire attention, le Maroc, il est en train de se tourner vers d'autres partenaires ou de renforcer des partenariats déjà existants avec Israël, avec les États-Unis, mais de les choisir de plus en plus. On est en train de perdre du terrain. En gros, il faut arrêter les bêtises, en restant poli, et faire quelque chose. En fait. Le Maroc, pendant ce temps-là, a diversifié ses partenaires, en fait. Et on n'est plus sur la France qui était le partenaire privilégié et l'unique, juste avec l'Espagne, etc. Là, le Maroc, il deal avec l'Inde, avec Israël, avec les États-Unis. Il y a un certain nombre qui est quand même assez important, et je pense qui ramène la France à un pragmatisme au-delà des questions simplement politiques. Benoît Bringer, dans votre documentaire, on parle beaucoup effectivement des vacances entre le retour au bled, la façon dont on parle de la France quand on est là-bas. Est-ce qu'on peut mesurer le poids économique, parce que c'est quand même aussi un poids économique de la diaspora marocaine. Est-ce que ça apporte de la richesse au Maroc, cette diaspora qui est installée à l'étranger ? Alors moi, je l'analyserai différemment, c'est-à-dire que je pense que c'est dans les populations les plus pauvres au Maroc. Le Maroc est un pays où il y a énormément d'inégalités économiques. Ça s'enrichit, c'est pour ça qu'il y a des opportunités économiques pour la France. Il y a une élite, mais il y a aussi beaucoup de disparités, notamment économiques, etc. Donc c'est vrai que la diaspora, en tout cas les franco-marocains qui rentrent au bled, historiquement reviennent avec des toits chargés d'affaires, des meubles... La phrase de Jamel Debbouze, on dirait les gnous. Voilà, c'est ça. Parce que tout le monde part au même moment, comme l'immigration de gnous. Ça vient de lui. Mais voilà, les toits chargés avec des meubles, avec de l'électroménager, avec des livres. Ça c'est historique. C'est notre mémoire collective française et marocaine. Effectivement, on apporte ça pour les pays les plus... pour les populations marocaines les plus défavorisées. Est-ce que ça joue dans l'économie, dans les échanges ? Peut-être. En tout cas, le Maroc est un grand pays.
Nicolas Sarkozy le rappelle dans le documentaire que j'ai réalisé, un grand pays est aussi de consommateurs. Voilà. Et comme le pays s'enrichit, se modernise, encore une fois, malgré les disparités économiques et sociales, effectivement, c'est intéressant pour les entreprises françaises d'aller s'installer sur place. Et puis, dans l'autre sens, il y a des matières premières, enfin des matières stratégiques, comme le phosphate, qui sert à nos engrais. Et donc là, on parle vraiment de sécurité alimentaire, qui sont extrêmement importantes, que produit le Maroc, et qui sont exportées vers la France. Donc on voit que les intérêts ne sont pas seulement humains, même s'ils existent, mais aussi économiques et politiques. Alors juste sur le phosphate, un petit mot. Alors, il risque d'y avoir un petit problème parce que, vous savez, on a été alerté il y a quelques semaines sur les dangers du cadmium. Et d'après ce que j'ai entendu, en fait, c'est dans le phosphate marocain qui est exporté vers la France pour les engrais français qu'il y aurait des très forts taux de cadmium dont on a, je ne sais pas si on l'a découvert, je ne suis pas du tout spécialiste, enfin que c'était très très mauvais pour la santé. Les engrais, de manière générale, comme les pesticides, sont pas très bons pour la santé. Ça, on le savait déjà. C'est un autre sujet. À l'occasion de cette visite, on parle beaucoup d'interconnexion électrique, de coopération militaire, d'accords dans le nucléaire civil, mais tous ces vœux d'intention, est-ce qu'ils sont compatibles avec le calendrier politique? On l'a dit, Emmanuel Macron ne sera plus au pouvoir en mai de l'année prochaine. Et là, on parle de projets industriels qui s'inscrivent quand même dans long quand même. Donc, est-ce que ça peut survivre? Est-ce que ce qui va être mis en place là peut survivre à la fin du quinquennat Macron? J'ai envie de vous poser la question à vous. Et pourquoi pas? Et pourquoi ça ne survivrait pas? Puisque, en tout cas, du côté marocain, il n'y a pas de raison, mais après, du côté français, quel que soit le président qui sera élu, je ne suis pas sûre. Les intérêts en jeu et les projets en jeu... Il faut que les contrats soient définitivement signés. Après, historiquement, je crois qu'à l'exception de Valéry Giscard d'Estaing et peut-être Pompidou, chaque président français a eu sa brouille avec le Maroc. Voilà, oui. C'est une rengaine. Donc, est-ce qu'on aura une nouvelle exception avec le prochain président ou on aura une nouvelle brouille? Ça permettra peut-être de déterminer si les relations entre les deux pays sont vraiment dans une nouvelle phase ou finalement on va répéter encore cette histoire de « je t'aime moi non plus ». En tout cas, plusieurs candidats ont des liens avec le Maroc assez forts. Enfin, c'est assez... je me suis amusée à regarder. Donc, que ce soit Dominique de Villepin, qui est né au Maroc, à Rabat, que ce soit, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, qui a passé son enfance à Tanger et qui n'a de cesse de rappeler que c'était une déchirure de quitter le Maroc. Mais aussi Jordan Bardella, même si ça peut paraître contre-intuitif, voilà. Il a des origines algériennes, des origines italiennes, mais il a un grand-père qui vit à Casablanca, au Maroc, et qui est marié à une Marocaine. Il a passé des vacances au Maroc assez régulièrement. Donc les liens existent. Il s'en cache pas, même s'il ne les affiche pas dans sa biographie. Il l'évoque brièvement. Donc je pense que ça serait intéressant de voir si tout cela, effectivement, si on est vraiment sorti du côté émotionnel, avec chaque fois le lien, ou alors est-ce que là c'est vraiment que les choses concrètes et pragmatiques? On a quand même l'impression que la période, on va dire, Hassan II, Chirac, tout ça ne reviendra pas à ce niveau de relations intimes, personnelles, presque familiales, on a envie de dire. Je pense que quel que soit le successeur ou la successeuse d'Emmanuel Macron à l'Élysée, on sera quand même plus dans ce type de rapport, il me semble. Alors tout à l'heure, on a évoqué en surface le côté diplomatique et multilatéraliste du Maroc. Maroc qui a rejoint le Conseil de la paix de Donald Trump, suite logique de l'adhésion aux accords d'Abraham et à la normalisation des relations avec Israël. Est-ce que ça ne fait pas... je vais encore me faire sauter à la gorge par Fatwa Isla, mais est-ce que ça ne fait pas du Maroc un affidé du camp américain? Alors bon, c'est le terme. C'est ce terme affidé. J'aimerais savoir ce que vous mettez derrière. Est-ce que le Maroc ne serait pas comptable, vis-à-vis des États-Unis? Redevable. J'aurais tendance à dire plutôt que c'est des alliés.
l'alliance date de 1777, c'est-à-dire que c'est le premier pays à reconnaître les États-Unis. Le traité d'amitié qui a été mis en place quelques années après est toujours opérationnel. Ça n'a pas cessé de se renforcer. Alors, puis il y a différentes périodes, la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis et le Maroc sont des alliés, ça, il n'y a pas c'est une alliance qui fonctionne. Qui fonctionne et qui se renforce. Maintenant, évidemment qu'il y a eu cette reconnaissance de la souveraineté du Sahara occidental, de la part de Trump en décembre 2020, et c'était le point d'inflexion, on va dire, parce que ça ouvre. Ceux qui hésitaient encore, à la suite de ça, hésitaient beaucoup moins. Donc il a ouvert quand même une porte, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, et c'est probablement parce qu'il y a une forme aussi de pragmatisme chez les Américains et une histoire qui est complètement différente de celle que peuvent avoir la France ou l'Espagne avec le Maroc. Maintenant, est-ce que le Maroc adhère au Conseil de la paix comme un peu une sorte de renvoi d'ascenseur? Je ne pense pas. C'est mal connaître, on va dire, sa diplomatie. C'est un fonctionnement vraiment sur le long terme, et ça, c'est lié au côté monarchie qui va, on va dire, les présidents passent, et les rois restent, et les stratégies restent. Plus longtemps. Là, il s'agit de siècles. Il y a des raisonnements en termes vraiment de long terme. Et je crois que là, le Maroc fait une sorte de pari. Alors, on peut se dire que le pari est plus ou moins risqué, mais un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que soit le plan c'est-à-dire qu'au moment où l'ONU, on connaît on n'entend plus parler d'ailleurs de ce machin. Ah si, là, avant-hier, il y a eu une réunion pour l'envoi de force. Soit c'est un pari que fait Trump et que le Maroc fait ce pari aussi d'être à la table dès le début, puisqu'il est membre fondateur, et effectivement cette structure est amenée à prendre de l'ampleur. Et dans ce cas, le Maroc est, entre guillemets, a déjà un pied dedans, et plus qu'un pied dedans. Soit ça ne marche pas et ça s'en va avec Trump, et dans ce cas, finalement, il ne s'est rien passé. Le Maroc a perdu une certaine somme d'argent qu'il faut investir quand même pour pouvoir... Il y avait un ticket, il y a un gros ticket d'entrée. Un ticket d'entrée. Oui, mais effectivement, je crois que vous l'avez très bien dit, mais quand même, je crois que effectivement, le coup de pouce qu'a donné Trump en 2020 pour le Maroc a été très fort. Après, il y a des liens, mais comme les États-Unis avec beaucoup de pays, ils ne sont pas sur un pied d'égalité, quoi. Donc donc peut-être une forme d'être redevable. Mais là, je pense que parce que la diplomatie marocaine est aussi une longue tradition, assez fine, etc. Ils se sont dit ce machin, si vous voulez. On y va, ça mange pas de pain, on déplaît pas à Trump. Si ça marche, on aurait été membre fondateur. Si ça marche pas, tout le monde l'aura oublié. Mais surtout ne pas déplaire à Trump, qui est quand même celui qui, effectivement, ouvre la voie à une reconnaissance peut-être in fine, parce que pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas au niveau des organisations internationales et de l'ONU, de la marocanité du Sahara occidental. Est-ce que c'est l'ONU ou le Conseil de la paix qui va décider de la marocanité? Problème de droit, là. Voilà, un problème de droit. On termine sur cette question qui reste donc ouverte. Merci beaucoup, Fadoua Islah, d'avoir été avec nous dans Parlons-en. Je rappelle que vous êtes grand reporter à Jeune Afrique, spécialiste donc du Maroc. Merci, Benoît Abringer, et je recommande votre documentaire Je t'aime moi non plus, France-Maroc. Sur France TV. Merci. Bruno Darou, d'avoir été avec nous dans Parlons-en. On va marquer une petite pause tout de suite. Vous avez rendez-vous avec le Focus.